Comment vous avez réussi à faire accepter que le patrimoine avait une valeur économique? Le patrimoine a toutes les composantes qu'il faut pour être un levier économique et s'étend horizontalement, verticalement. Alors, est-ce que la ville s'approche encore de ses habitants ou au contraire, elle s'en éloigne? C'est des populations qui viennent d'Orkaza, qui se construisent des quartiers, que les autorités ont du mal à endiguer. De quartiers de villas, de très jolies villas, qui deviennent des quartiers, des zones immeubles. Quelle logique dans la prise de cette décision? À un moment où nous parlons de la ville du quart d'heure, où les superficies sont réduites. Profiter du moindre mètre carré qui est là, surtout qui se trouve dans des quartiers centraux. C'est inimaginable d'avoir des appartements à 30 mètres carrés, 32 mètres carrés. Est-ce que c'est décent de donner à la famille marocaine 45 mètres carrés d'habitation? Je dis non. Il y a des villes que l'on visite, il y a celles qui nous habitent. Casablanca, une rumeur, un souffle, une tension, une ville qui ne dort jamais, parce qu'elle rêve encore. Le thème de notre podcast de ce jour, Casablanca, trajectoire d'une métropole en mutation permanente. Pour discuter de ce thème fort important, nous avons l'honneur de recevoir deux éminents invités qui sont en fait de grands connaisseurs de Casablanca. Nous recevons Rabia Alidaoui, juriste de formation, animatrice culturelle, présidente de l'association Casa Mémoire entre 2019 et 2023, vice-présidente de l'association Nouvelle Vision pour la formation, l'insertion des jeunes de l'Haraouiyine, un quartier de la banlieue est de Casablanca. Vous êtes co-auteur du livre Ciné Casablanca, Ville blanche en 100 films. Très joli titre. Merci. Nous recevons également Sehmed Chitachni, anthropologue, politiste, chercheur en anthropologie urbaine, connu pour votre expérience sur l'histoire et l'évolution de Casablanca. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Casablanca 1907-1956, la démesure d'un urbanisme. Dans ce livre, vous analysez la transformation de la métropolitaine de Casablanca. Vous êtes également co-administrateur de Save Casablanca, une page Facebook qui compte plus de 372 000 abonnés. Et c'est de quoi faire des jaloux, notamment pour certains organismes fédérateurs. Merci de nous faire l'honneur de votre présence dans ce podcast de l'ODJ Média. Alors, Rabia Alidaoui, quand vous regardez Casablanca, vous voyez une mémoire en danger ou une mémoire en résistance? Bonjour, merci de l'invitation. Alors, Casablanca, quand on la regarde, Casablanca, c'est les deux, en fait. C'est la mémoire en danger et la mémoire en résistance. D'abord, une mémoire en danger, vu malheureusement tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on a sacrifié et toutes les transformations urbaines qui touchent la mémoire et l'histoire de la ville. Et puis la résistance par rapport à tout ce qu'on peut toujours faire, toujours récupérer, puisque la mémoire de cette ville, elle est vivante dans ses quartiers, dans ses composantes, et on peut toujours la préserver grâce à de l'action et de l'engagement, notamment comme celui de l'association Casa Mémoire, qui travaille pour la préservation de la mémoire urbaine. Alors justement, en parlant de Casa Mémoire, comment vous avez réussi à faire accepter que le patrimoine avait une valeur économique? Je sais que vous avez été présidente entre 2019 et 2023. Oui. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées dans cette période. Bien avant, Casa Mémoire est une association qui a
31 ans. Donc il y a eu un travail de fond pendant de longues années pour justement parler de ce patrimoine et le proposer comme étant d'abord une composante de notre identité et deuxièmement comme non pas une charge négative mais une valeur positive, et c'est-à-dire une valeur qui peut être un levier économique, puisque, par exemple, je vous donne un exemple, quand on propose les journées du patrimoine, on anime la ville, on anime des commerces à côté, on anime les transports, il y a de l'attractivité touristique locale et étrangère, des touristes qui arrivent. Donc le patrimoine a toutes les composantes qu'il faut pour être un levier économique et donc être important pour une ville comme Casablanca qui a un très très grand potentiel culturel et patrimonial. Vous avez beaucoup de visiteurs et de participants pour la semaine de Casa Mémoire? Oui, de plus en plus, d'année en année, on a effectivement énormément de visiteurs, de demandes, des visiteurs d'horizons très variés. Et ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on a beaucoup plus de Marocains, de familles marocaines. Et puis aussi, puisqu'on propose de nous étaler un peu dans la ville et de raconter toute l'histoire de la ville, de long et en large, d'est en ouest, donc ça attire forcément un très très large public. Sehmet Chitachni, dans votre livre Casablanca 1907-1956, la démesure d'un urbanisme, vous parlez de l'urbanisme. Alors, anthropologiquement parlant, cette architecture héritée, est-ce un décor, un espace réellement habité, transformé, réinventé? Comme vous avez dit, j'ai parlé plus d'urbanisme que d'immobilier. Parce que j'estime que l'immobilier, c'est affaire d'autres disciplines. Donc, mais il est là, cet urbanisme. Comme a dit Khatib Yassine à propos de la langue française, c'est un butin de guerre issu du colonialisme. Donc, il est là. Il a connu ses années de gloire, l'art déco. Il est là, il faut le préserver. C'est un patrimoine qui nous appartient dorénavant, en tant que Marocains, en tant que Casablancais. Malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant. Il y a un problème de maintenance, un problème de réparation et un problème de préservation. Il faut que les autorités locales se penchent pour ce patrimoine. Il n'y a pas que ce patrimoine art déco. Il y a ici et là quelques bijoux de l'architecture marocaine aussi à préserver, tels Dar Glaoui, Dar, j'ai oublié le nom du résistant, des maisons de résistants, des maisons de célébrités, des chanteurs, des chanteuses, des historiens, des hommes politiques. Tout ce patrimoine-là représente la mémoire de la ville de Casablanca. Oui, vous parlez de la mémoire de Casablanca, mais ce qu'on remarque, au lieu de préserver actuellement ce que nous vivons, c'est que la ville s'étend. Elle s'étend horizontalement, verticalement. Alors, est-ce que la ville s'approche encore de ses habitants ou au contraire, elle s'en éloigne? La question... La ville s'étend plus horizontalement, à l'infini, pour diverses raisons. D'abord, des raisons qui ne sont pas réglementaires. C'est l'habitat dit clandestin ou non réglementé. C'est des populations qui viennent d'Orkaza, qui se construisent des quartiers, que les autorités ont du mal à endiguer, vu l'effort qu'ils se doivent de déployer, que ce soit sous forme de bidonville ou d'habitat sous-intégré. Des causes légales par le développement malheureux des dérogations qui ont massacré carrément les paysages et les espaces périphériques, non seulement de la ville de Casablanca, mais toutes les villes du Maroc. Cet étalement concerne toutes les villes du Maroc. Ces dérogations, heureusement qu'on a annulé ce principe de dérogation,
mais le mal est déjà fait. On voit se construire des quartiers, des villes dortoirs, où il n'y a rien, où il n'y a ni équipement socio-éducatif, ni équipement sanitaire, ni rien pour les jeunes, pour les habitants, etc. Et cet étirement de la ville étant aussi les coûts des équipements publics. Pour aller chercher de l'eau, il faut aller plus loin. Pour assainir, il faut aller plus loin. Donc c'est des coûts supplémentaires pour la communauté, pour le Casablancais. Et le problème aussi de la mobilité du Casablancais. Plus on étale la ville, plus la mobilité devient inextricable. Tout le monde souffre de ce problème de mobilité. Je ne vais pas m'étaler plus parce que je sais que vous avez une autre émission dans laquelle vous allez parler des mobilités, mais on ne peut pas ne pas signaler d'un point de vue anthropologique ce problème de mobilité. Le Casablancais passe la plupart de son temps dans les transports, qu'ils soient publics ou privés. Alors, quel temps consacrera-t-il à sa propre vie, à l'éducation de ses enfants? Comment, à un moment où nous parlons de la ville du quart d'heure, où les superficies sont réduites, où il est bon de tout faire en espace d'un quart d'heure, mais la moindre petite course à Casablanca, maintenant, c'est 1 heure et au-delà d'1 heure. Et c'est un stress permanent. C'est un stress permanent. Et ça donne envie de quitter cette ville que nous chérissons et que nous aimons. Justement, pour de la ville du un quart d'heure dont on parle maintenant, qui devient une politique urbanistique dans plusieurs villes, quelle explication on peut fournir à la transformation de quartiers, comme le quartier L'Oasis, comme le quartier Oliveira, de quartiers de villas, de très jolies villas, qui deviennent des quartiers, des zones immeubles? Quelle logique dans la prise de cette décision? C'est la logique des urbanistes. Il faut, pour une ville qui se densifie comme Casablanca, qui se métropolise et qui s'étend, on est toujours dans la densification et donc dans profiter du moindre mètre carré qui est là, surtout qui se trouve dans des quartiers centraux, comme vous avez cité l'Oasis. Et malheureusement, très souvent, cela se fait aux dépens de quartiers, de mémoire de quartiers, d'histoires de petits quartiers qu'on va perdre petit à petit. Notamment, on est en train de vivre en ce moment des grandes transformations. Et dans un autre sens, là, on n'est pas de trouver des solutions de logement sur place, mais on veut dégager des espaces, récupérer l'espace public, et très souvent, malheureusement, on passe par retrouver des espaces où il faudra dégager de la population, et souvent précaire, malheureusement. Contrairement à la chère Redaoui, qui était galante dans sa réponse, moi, je peux vous dire que la cause est dans l'ADN casablancais, c'est la spéculation immobilière et foncière. Malheureusement, tout le monde en parle, mais personne n'y fait rien pour l'endiguer. Moi, je verse dans votre position, parce que moi, ce que j'ai remarqué, je suis une personne de l'Oasis. Et ce que j'ai remarqué, les villas, les immeubles qui sont en train de se construire, au lieu que ce soit des immeubles d'habitation de famille, on a plus tendance d'aller vers des studios. C'est inimaginable d'avoir des appartements à 30 mètres carrés, 32 mètres carrés. Alors, il n'y a aucune logique à cette prise à mon niveau. Il faut voir plus loin. Dans les immeubles de relogement ou d'endiguation de bidonville, on donne aux Marocains, à la famille marocaine, 45 mètres carrés d'habitation. Est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est décent de donner à la famille marocaine 45 mètres carrés d'habitation? Je dis non. Malheureusement, c'est des bidonvilles en béton ou des bidonvilles en étage qu'on est en train de construire dans les périphéries, pas uniquement de Casablanca, toutes les villes du Maroc. À un moment où les pays européens qui ont vécu l'expérience des quartiers périphériques sont en train de les démolir les bars, etc. C'est un danger qu'on est en train
de former dans les alentours de la ville. C'est des bombes à retardement, je vous dis carrément, c'est des bombes à retardement. Et le danger est encore, à mon sens, encore plus grave quand c'est le moyen standing et même le haut standing. À 30 mètres carrés ou à 45 mètres carrés, c'est une aberration. Ça ne correspond à aucun élément constitutif de la famille marocaine. Ouais. Ça, c'est malheureux. C'est une occidentalisation des pratiques habitantes du Marocain. Vous savez une chose, c'est que l'urbanisme casablancais n'a jamais été fait par les Marocains jusqu'à maintenant. Donc forcément, il va y avoir des choses. Nous avons des lumières. Nous avons des Marocains qui peuvent faire ça, qui peuvent se pencher sur cet urbanisme casablancais. Ces appartements, même s'ils sont achetés par des Marocains, ils ne sont pas destinés, je parle de mon quartier, ils ne sont pas destinés à l'habitat des familles, ils sont pas destinés à des locations court terme, moyen transitoires. Moyen et court terme, donc c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Voilà. Tout simplement, c'est un encouragement de la spéculation, au lieu de penser urbanisation, au lieu de penser. Surtout que c'était de très jolis quartiers, de très jolies maisons, et puis on avait une verdure. Il y avait toute cette verdure. Alors, au lieu d'ouvrir le matin les yeux, de voir des arbres magnifiques et des palmiers qui avaient plus de 20 ans, 30 ans, non, on voit un trottoir. Et on ne fait même pas d'arbres. On n'exige même pas. Valeur. Aujourd'hui, la ville de Casablanca est très en deçà du standard international du mètre carré d'espace vert par habitant. D'où les maladies que nous rencontrons de plus en plus à Casa, l'asthme, les maladies respiratoires, etc., en plus de la pollution et de l'humidité de la ville. Voilà. Alors, dans votre livre, Rabia Ridaoui, vous racontez Casablanca à partir de 100 films. Or, les salles de cinéma, comme beaucoup de bâtiments emblématiques, disparaissent au nom du progrès. Est-ce une fatalité de la mutation ou un manque de vision politique? Alors, pour les salles de cinéma, ce n'est qu'un exemple, un échantillon malheureusement de la déperdition du patrimoine culturel de la ville. Alors, ces salles, elles sont en train de dépérir. Pourtant, l'association Casa Mémoire a essayé d'en sauver quelques-unes, puisque il y a une dizaine d'années, il y a eu l'inscription de 14 salles de cinéma au patrimoine de la ville. Allez faire un tour, ces salles de cinéma, pour la plupart, sont fermées, en train d'agoniser. Alors, vous avez la réponse dans la question que vous avez posée. Effectivement, il y a un manquement de la politique de la ville envers ces lieux de culture, par exemple. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Oui, on propose l'inscription, et ça, c'est valable aussi pour tous les bâtiments qui sont voués à l'inscription. On les inscrit, mais quel est le programme économique qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose comme solution pour l'usage? Quel usage fait-on de ce bâtiment qui est inscrit patrimoine? Est-ce qu'on va le récupérer, on va le faire revivre, le réhabiliter par de la culture notamment ou par d'autres usages, ou alors on va juste le muséifier et le laisser comme ça? Donc ça, c'est une vraie problématique, et ça illustre vraiment la situation dans laquelle se trouve le patrimoine actuellement dans la ville de Casablanca. C'est-à-dire, il y a eu un inventaire de faits, il y a eu une série d'inscriptions de bâtiments, mais à côté, qu'est-ce qu'on propose pour ces bâtiments? Pour les sauver réellement, parce que l'inscription finalement ne sauve pas du tout de la déperdition du bâtiment. Comme la démolition, qui efface une partie de la mémoire de la ville. Sehmed, la ville s'étend à l'infini. D'ailleurs, vous avez déjà abordé cette partie dans la précédente question. Est-ce que l'urbanisme actuel de Casablanca favorise entre le vivre ensemble, si cher aux Marocains, et sachant que maintenant on assiste à une fragmentation sociale par quartier? C'est un urbanisme non seulement qui fragmente la société, mais qui la ségrègue. C'est de la ségrégation carrément. À titre d'exemple, on déloge des gens
du centre-ville historique où ils vivaient leur histoire, leur sociologie, l'anthropologie, leur économie. Parce que des gens qui travaillaient pour le port et avec le port. Et on les déplace à 10-15 kilomètres du port de Casa. Que vont-ils devenir? Et on les met dans des microclimats qui n'est pas le leur. C'est des gens qui n'ont pas vécu dans la périphérie de la ville. C'est des gens du centre-ville de Casablanca. On autorise des campantes à construire, des villas entourées de murs, d'enceintes, gardiens, caméras, etc. Tout ça, ce n'est pas de la cohésion sociale, c'est de la distanciation sociale. Comment on démolit des quartiers où le lien social s'est tissé pendant des générations et des générations, et qu'on les installe dans des 45 mètres carrés, dans des quartiers dortoirs où il n'y a aucun élément de cohésion sociale. Ni théâtre, ni cinéma, ni bibliothèque, ni centre commercial, ni rien pour ces jeunes. Je vois mal comment on va tisser du lien social casablancais avec ces nouvelles politiques urbanistiques. Alors, construire une ville intelligente, une smart city, est-ce que nécessairement on doit perdre son âme et effacer notre ancrage historique? Pas nécessairement. Casablanca, normalement, est une ville intelligente. On a le label Smart City. Mais la ville intelligente, justement, elle doit être intelligente dans sa gestion, dans l'amélioration des services publics. C'est-à-dire que les technologies doivent être au service de l'amélioration de la vie des habitants, des citoyens. Cette technologie doit être au service de la préservation du patrimoine. Elle ne doit pas être contraire à tout ça, avec une déshumanisation ou une perte de l'âme de la ville. Cette intelligence, elle permet de mieux organiser une ville, d'organiser ses moyens de transport, d'organiser son administration, d'organiser la collecte des déchets, par exemple, la propreté, la sécurité. Ça, c'est une ville intelligente. On peut être une ville intelligente, c'est-à-dire donc améliorer son organisation et garder son âme. Parce qu'on voit bien, dans d'autres pays, il y a des villes qui sont magnifiquement intelligentes, mais qui n'ont pas d'âme, qui cherchent leur âme encore. Donc il y a un équilibre à faire. On sera un jour comme Barcelone? Est-ce que vous pensez Ça dépend. Ça dépend. En quel ordre vous parlez? La ville intelligente, on a le label, mais la Casablanca n'est pas une ville intelligente. Même la réglementation des feux rouges n'est pas intelligente. Que dira-t-on de tous les services annexes, comme a parlé Mme Redaoui, des services qui sont au service du citoyen? Rien n'est intelligent à Casablanca. Barcelone, je ne crois pas. Si on continue comme ça, il y aurait une partie qui ressemblera à Barcelone et une autre partie à Calcutta. Et ça, c'est malheureux. Pardon, moi je dirais que Casablanca, pour être intelligente, a besoin juste d'un peu d'organisation. Parce que son âme, elle l'a dans ses quartiers et partout. Donc il faut juste, ce qui lui manque, c'est cette organisation intelligente. On a toujours cette âme de Casablanca, elle existe. Oui, elle existe toujours, malgré ce que dit M. Chitachni, il y a encore des choses à préserver dans les quartiers, dans les architectures. Il y a une âme qui existe encore dans Casablanca qu'on gagnerait à préserver. L'âme de la pierre n'est pas seulement la pierre de l'âme. Oui, mais là, malheureusement, il y a des Casablanca. Oui, ça c'est. Donc, on l'a bien expliqué. Il y a des âmes casablancaises. Oui. On en a parlé pas mal de fois, même ensemble, je pense. Il y a des Casablanca, donc il y a des âmes casablancaises. On ne peut plus parler d'une unité de la ville, une seule ville Casablanca. Il y a des Casablanca. C'est clair. Parlez-nous de votre quartier d'enfance. Le mien, c'est facile, c'est les Habous. Mais tout Casablanca était mon quartier. Et bien, vous retrouvez encore les Habous? Les Habous, j'y vais une fois par semaine. On se retrouve entre anciens. Il reste parmi les rares relativement bien préservés. Relativement. Ce relationnel existe toujours dans des quartiers tels que le Habous, et même plus loin, même le Drab Sultan, ce lien du derb,
C'est la notion du derb qui, malheureusement, les urbanistes étrangers n'ont pas conscience de cette valeur, de cette plus petite unité urbanistique qui est le derb dans la conscience marocaine. C'est le derb. Le derb était un incubateur de valeurs, au même titre que la famille et l'école. Le derb, tout se passait dans le derb. Mais maintenant, ceux qui construisent, ce n'est pas les Français, ce sont les Marocains qui construisent, mais qui ont exclu la notion du derb. Je fais toujours le distinguo entre construction et urbanisme. C'est l'urbanisme qui décide de la conception des quartiers et de la ville. Le constructeur, il construit, suivant un plan d'aménagement, etc. Mais l'urbaniste, est-ce qu'il est conscient que les unités de voisinage, ce qu'on appelle des unités de voisinage en Europe, quoique la notion de derb est beaucoup plus profonde encore que la notion de voisinage étrangère. Est-ce qu'il sait que c'est la plus petite unité urbanistique marocaine qui a fait ses valeurs? Nous avons construit l'Andalousie et une partie même de la France. Nos aïeuls étaient des génies constructeurs et nos villes tiennent toujours. Et nos médinas aussi. Et nos médinas tiennent toujours. Donc pourquoi délaisser carrément cet esprit, l'esprit marocain d'abord, avant d'arriver à l'âme casablancaise? Casablanca est en train de perdre cette âme marocaine, et il y a des Casablanca. Donc, est-ce qu'il y a un vrai Casablancais? Il y a des Casablancais. Il n'y a plus un Casablancais, il y a des Casablancais aussi. Et votre quartier d'enfance? Moi déjà, je suis née à Tanger et j'ai grandi dans un petit quartier qui est préservé, on va dire. C'est le CIL. Et ensuite, mon adolescence et ma jeunesse dans un quartier à côté, c'est le Maarif Extension. Et c'est des quartiers, bien sûr, le Maarif s'est beaucoup transformé par rapport au CIL, où je retrouve encore des repères urbains comme le marché, la cité des jeunes, ou dans le Maarif, le stade Mohamed V, c'était un grand repère pour nous. Voilà, donc c'est malheureusement, il y a des choses négatives, vu la transformation du quartier, mais encore une fois, si on arrive quand même à préserver quelques repères urbains, ça préserve un peu une histoire de la vie de ces quartiers. On arrive à la séquence question flash. Hamid Chitachni, si on devait définir le gène du Casablancais de demain, selon vous, il serait un citoyen, nomade, révolté ou un bâtisseur? Un urbain. Dans quel sens? Un urbain, il n'est pas citoyen. La citoyenneté, c'est autre chose. C'est un urbain qui se loge. Il n'habite pas. Parce que l'habiter, c'est disposer de son quartier, disposer de sa ville, etc. C'est un urbain qui loge. Voilà le Casablancais. Il ne vit plus. Et ça, on peut généraliser. Tous les Casablancais sont devenus des simples urbains qui rentrent pour dormir, loger dans une maison. Bien sûr. Les cinémas, vous avez abordé le cinéma. Il y en a 5 ou 6 d'opérationnels, et encore, même pas, à Casablanca. Le théâtre, ça fait une éternité qu'il est construit, il n'y a pas de théâtre. Les troupes qu'il y avait à Casablanca étaient innombrables. J'avais fait une proposition à l'époque, au lieu de construire le grand théâtre, achetons toutes les salles du cinéma de Casablanca. Exactement. Et faisons-en des théâtres de quartier. Il y a une loi qui a été émise par une opération par le ministère de la Culture qui est sortie il y a quelques années pour remettre les salles de cinéma comme lieu de culture. Mais on n'a encore pas rien vu encore. C'est des priorités. C'est plus du numérique que l'ancien cinéma classique. Hein, donc c'est autre chose. C'est des propriétés privées. En général, c'est ça le problème. L'État pouvait les acheter. Oui, c'est ça le problème. Que de construire un stade qui est toujours fermé, par exemple. C'est ça la culture casablancaise. Quel serait le prochain combat de Casa Mémoire? Parce que je sais que vous avez beaucoup combattu pour préserver certains monuments de la ville. Quel serait votre prochain combat? Et quel est le quartier maintenant qui semble prioritaire au niveau de sa préservation encore, si on peut le préserver?
Pour Casa Mémoire, d'abord, il n'y a pas un seul quartier qu'il faut préserver. Il y a une unité, il y a une ville, il y a des histoires, il y a des Casablanca, comme a dit Sitachni, qu'il faut préserver. Il y a une cohésion, il y a un paysage urbain important qu'il faut sauvegarder. On ne veut pas garder des petits échantillons par-ci, par-là. Il y a toute une histoire cohérente qu'il faut raconter de cette ville, et c'est en préservant toute cette diversité, toute cette richesse qu'on arrive à faire d'une ville quelque chose d'intéressant. Donc préserver cette particularité. Il faut savoir que Casablanca a été un carrefour de culture et d'influence africaine, européenne, marocaine, et donc tout ça, ça fait que la ville, elle est intéressante de ce point de vue. Et aussi, quel est le combat de Casa Mémoire en ce moment? Casa Mémoire, quand elle a commencé le combat, c'était pour d'abord parler de ce patrimoine et le poser sur la table, puisque ce patrimoine de la ville de Casablanca était dénigré, ne présentait pas d'intérêt aux yeux des décideurs. Il a fallu donc travailler à la sensibilisation auprès du grand public et des décideurs et des acteurs politiques et sociaux, etc. Là, il y a eu une volonté politique en 2015, puisqu'il y a un plan de sauvegarde qui a été proposé pour la ville de Casablanca, notamment la sauvegarde du centre-ville historique. La Médina, l'ancienne Médina de Casablanca, elle a été sous l'impulsion royale, elle a eu quand même un relifting, on va dire, et on s'est intéressé à la Médina et elle a eu des opérations de réhabilitation. Aujourd'hui, tout ça ne suffit pas, puisque on a commencé à inscrire une majorité de bâtiments, mais encore une fois, quelle est l'assise, quels sont les instruments qu'on propose? Par exemple, vous avez cité les cinémas qui appartiennent à des familles. Qu'est-ce qu'on propose à un privé, à un propriétaire à qui on dit que son bâtiment il est patrimonial et qu'il ne peut pas ni le transformer, enfin, voilà. Donc, comment l'État va aider? Quelles sont les incitations financières, fiscales, l'assise juridique? Donc, il y a tout ce volet de toute la juridiction et toute la fiscalité qu'il faut travailler. Et c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Donc, vous êtes associé en tant qu'association qui a quand même 31 ans d'existence à certaines prises de décision par la ville de Casablanca, par la commune, ou alors, et vous, en tant qu'anthropologue, est-ce qu'on vous associe à ces prises de décision? C'était un certain moment lors du think tank de la wilaya de Casablanca, mais depuis, chacun fait ce qu'il veut dans son petit coin. Non, nous, on est d'abord, on a le label d'un organisme consultatif de l'UNESCO, l'association a travaillé sur le dossier de l'UNESCO, malheureusement, qui n'a pas été étudié. Et aussi, vu qu'on a signé une convention sur la préservation du patrimoine de Casablanca en 2015, on est partie prenante à toutes les commissions qui décident sur la question patrimoniale. Donc, pour tous les bâtiments de Casablanca, l'inventaire, on a été amené à l'examiner, par exemple. Bien sûr, on ne décide pas, c'est le ministère de la Culture qui décide du sort des bâtiments, mais notre avis, on est concerté très souvent. Et écouter. Il faut savoir qu'avant, Casa Mémoire se faisait écouter par des sittings, devant les bâtiments, par des communiqués de presse très incisifs. Maintenant, on est invité à chaque fois à être pour des concertations sur la question. Alors, si Casablanca était une émotion, elle serait quoi pour vous, ces Des mesures. Et alors, par contre, si je vous demandais de nous dire quelle œuvre ou quelle musique pourrait expliquer ou transmettre l'âme de Casablanca? Moi, j'adore une chanson qui résume tout à fait Casablanca. C'est la chanson de Oba Oba Spirit, Bienvenue à Casa.
Si vous connaissez les paroles, c'est une chanson qui décrit vraiment le chaos dans lequel vit cette ville et qui se conclut par dire que malgré tout, c'est une ville qui vibre parce qu'elle a un cœur qui bat. Et donc cette ville, elle a quand même une particularité. C'est une ville qui est en train de perdre sa musique, qui est le Marsaoui. Ouais. C'est le Marsaoui, Casablanca, Bouchaïb Bedaoui, Maréchal Kaipo. Ça, c'est la musique casablancaise. Et son artisanat. Avec son artisanat, il est déjà perdu. Le tapis de Mediouna, où est-ce qu'il est? On ne le trouve plus. Dans les musées, on le voit que dans les musées. Dans les musées, le tapis de Mediouna. Alors, quel est votre lieu de refuge? Je sais que pour ces Chitachni, d'avance, je peux répondre à cette question. Pour vous, Madame Ridaoui, quel est votre lieu de refuge? Moi, je n'ai pas un seul lieu de prédilection. Ça dépend de mon état d'âme. Si j'ai envie de m'oxygéner, je vais sur la corniche, bien évidemment, l'air marin. Si j'ai envie d'aller dans quelque part de plus paisible, j'adore aller au Habous, parce que c'est un quartier hors du temps. On est vraiment dans une vie paisible. Et quand j'ai envie de frénésie, c'est le centre-ville, c'est les quartiers plus populaires comme le Medina ou Darb Sultan. Donc, et c'est ça qui est beau à Casablanca, c'est cette diversité de lieux et d'ambiance. Et donc, il y a un cosmopolitisme urbain qui existe toujours et qu'il faut préserver coûte que coûte. Pour remettre à votre recherche, je n'ai pas un seul lieu de prédilection. Moi, j'ai pensé que c'était le Habous. Non, le Habous, c'est mon quartier d'origine. Le Qalbi ou Ras. Le Qalbi ou Ras. Mais vu que je fais des recherches sur Casablanca, toujours sur la ville marocaine en général, d'ailleurs, qui fait l'objet d'un deuxième livre, Inch'Allah, je vais partout à Casablanca. On ne peut pas parler d'une ville si on ne la vit pas. On ne la vit pas et qu'on côtoie toutes ces Casablanca dont on parle. Et c'est vrai, en dépit de tout, nous aimons Casablanca. C'est des sentiments mitigés. Nous la détestons et nous l'adorons. Oui. Moi, je vais paraphraser ma fille. Elle a un mot que j'adore, c'est attachante. C'est une ville attachante. En même temps, elle est attachante parce qu'on l'aime, et en même temps, on la déteste parce qu'elle nous embête. Joli mot pour définir Casablanca. Alors, quand même, on peut rêver. Quel est votre rêve pour Casablanca de 2030? On a exclu Barcelone. Non, j'ai dit qu'il y a une partie qui peut être Barcelone, mais une autre partie, si on ne fait pas attention dès maintenant, où il y a le rebut de cette population. Malheureusement, je m'excuse de l'emploi de ce terme, il va y avoir du Calcutta mélangé à du Barcelone. Mon rêve pour Casablanca, c'est qu'il soit une ville accueillante, une ville à dimension humaine, où on l'habite, c'est-à-dire qu'on dispose de notre ville comme ça se faisait dans le temps, où des quartiers reviennent à la notion du quartier d'antan, de mon voisinage, où les portes de tous les voisins étaient ouvertes pour tous les enfants, où la femme souffre dans cette ville comme Casablanca. Malheureusement, les questions de sécurité, de mobilité, et puis du genre. La femme est constamment agressée là où elle passe, etc. C'est malheureux de le dire. Disposer des trottoirs casablancais. La femme avec sa poussette ne peut pas passer. Les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas passer dans le trottoir. Ni avec ses talons, ni en poussette, ni toute seule, ni en téléphonant dans la rue. Même pour les hommes, on téléphone dans la rue. C'est ça Casablanca. Une ville sécuritaire, une ville accueillante, une ville à taille humaine. À taille humaine? Humaine. Est-ce qu'on peut avoir toujours Casablanca comme ville à taille humaine? Il faut revoir la notion de quartier, densifier. Densifier où il s'est allé. Densifier où il s'est allé. Moi, pour résumer tout ce qu'a dit Chitachni, c'est une ville où on va la développer pour ses habitants, pour nous, c'est-à-dire pour nous améliorer notre qualité de vie,
tout ce que vous avez dit, la mobilité, la sécurité, tout ça, ça fait partie de la qualité de vie d'une ville. Il faut que la ville, moi je rêve d'une ville bien sûr propre, agréable à vivre, une ville inclusive. On l'a bien dit, on a parlé de talents, mais qu'en est-il des personnes, par exemple, à mobilité réduite? Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour cette partie. Donc qu'une ville soit inclusive socialement, qu'elle inclue tout le monde. Et puis bien sûr, pour revenir à l'engagement de mon association, une ville qui ferait attention à son histoire, à son patrimoine et qui le préserve, qui le met en valeur. Et pourquoi pas qui est le label patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi pas, on peut toujours rêver. Et intelligente. Et bien sûr, intelligente. En n'autorisant plus les constructions d'appartements de 30 mètres carrés. Ça, c'est horrible. Et pas que. Déjà ça. Et pas que. Enlever des villas pour construire des appartements de 30 mètres carrés. C'est une émission agréable, mais pour parler de Casa, il faut des heures et des heures. Et des ça, heures. c'est certain. C'est certain. C'est Casablanca, c'est des livres et des livres. Vous avez écrit un livre, vous avez écrit également un livre sur Casablanca. Vous avez un livre en projet. J'ai un livre en projet, mais depuis 2014, que je n'arrive pas à finir parce que chaque fois que je le relis. Parce que Casablanca se dérobe. Et voilà. Casablanca se dérobe. Exactement. Vous avez bien défini le Casablanca, ce qu'elle est. Le temps passe, mais les idées restent. Un immense merci à vous, Rabia Ridaoui, pour nous avoir transmis cette passion du patrimoine et cette conviction que notre mémoire collective est une valeur d'avenir et non un poids du passé. Merci également à vous, Ahmed Chitachni, pour nous avoir aidés à décrypter les ponts invisibles entre l'urbanisme de pierre et l'âme humaine qui habite chaque quartier de notre métropole. Grâce à vous, nous avons compris aujourd'hui que la gouvernance de Casablanca n'est pas qu'une affaire de plan d'aménagement ou de nouveaux bâtiments, mais c'est un véritable contrat social où l'humain, avec son besoin de racines, doit rester le cœur du réacteur. Le patrimoine n'est pas un luxe, c'est l'ancrage indispensable de notre modernité. Et à vous, qui nous écoutez sur les plateformes de l'ODJ Média, merci de nous avoir suivis dans ce laboratoire d'audace. J'espère que ce voyage entre anthropologie et mémoire cinématographique nous aura donné l'envie de porter un nouveau regard sur nos façades, nos cinémas et l'histoire qui s'écrit sous nos pas. C'était Fawzia Talout Meknassi. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Dalbeda Yonassa. D'ici là, continuez d'oser, de construire et surtout de faire battre le pouls de cette ville que nous aimons tant.